Un millionnaire décide d'adopter un enfant pauvre qui n'avait pas de famille. Peu de temps après, il découvre quelque chose qui le laisse sous le choc. Il y avait une marque sur le bras du garçon qui le reliait directement à une tragédie de son passé. Le millionnaire avait cette même marque et tout le monde est surpris. Avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne et nous vous souhaitons de nouveaux départs émouvants. Mathieu Dubois observait la ville du haut de son bureau au 40e étage. À 45 ans, il avait tout accompli ce dont il avait toujours rêvé dans le domaine professionnel. Il était propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, avec des projets répartis dans toute l'Europe. Mais il y avait un vide qu'aucun succès matériel ne parvenait à combler. Son regard perdu dans le paysage urbain fut interrompu par sa secrétaire Marie, qui entra précipitamment dans la pièce. « Monsieur Dubois, excusez-moi de vous déranger, mais l'assistante sociale est arrivée pour la réunion. » Mathieu ajusta sa cravate et prit une profonde inspiration. Depuis des mois, il développait un projet social pour aider les enfants en situation de vulnérabilité. Un sujet qui touchait profondément son cœur depuis que son fils Lucas avait mystérieusement disparu, alors qu'il n'était encore qu'un bébé, 12 ans auparavant. « Vous pouvez la faire entrer, Marie. » Une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et à l'expression sereine, entra dans la pièce en portant un dossier. « Monsieur Dubois, je suis Béatrice Moreau, assistante sociale. Je suis venue vous présenter quelques cas qui ont besoin d'un soutien urgent de votre projet. » Mathieu lui indiqua le fauteuil en face de lui et s'assit, prêt pour une nouvelle réunion de routine. Il ne se doutait pas que cette rencontre allait changer sa vie à jamais. « Voici l'un des cas les plus délicats, » dit Béatrice, montrant la photo d'un garçon d'environ 12 ans. Michel vit avec une famille d'accueil temporaire depuis quelques mois, mais la situation est devenue insoutenable. Les responsables n'ont pas les moyens de s'occuper correctement de lui. Mathieu prit la photo d'une main tremblante. Quelque chose chez ce garçon l'impressionna instantanément. Les mêmes yeux verts perçants, la même forme de visage. Ce pouvait être une simple coïncidence, mais son cœur s'emballa. « A-t-il une marque de naissance ?» demanda-t-il, essayant de dissimuler son agitation. Béatrice fronça les sourcils, surprise par cette question spécifique. « Oui, il a une petite tache en forme de croissant de lune sur la nuque. » « Pourquoi ?» Mathieu sentit l'air lui manquer. Son fils Lucas avait exactement la même marque. Luttant pour garder son sang-froid, il continua. « Parlez-moi plus de lui. Michel est un garçon très spécial, extrêmement intelligent et sensible, malgré tout ce qu'il a traversé. Nous n'avons trouvé des traces de lui qu'à partir de l'âge de 2 ans, quand il a été laissé dans un foyer en province. Il n'y a aucune information sur sa naissance ou ses premières années de vie. Les coïncidences étaient trop troublantes pour être ignorées. Mathieu savait qu'il devait agir avec prudence pour ne pas créer de faux espoirs, mais il ne pouvait pas non plus laisser passer cette opportunité. « Mademoiselle Moreau, je veux aider ce garçon, personnellement. Puis-je me porter candidat comme famille d'accueil ?» Béatrice sourit, satisfaite de l'intérêt sincère manifesté par l'entrepreneur. « Bien sûr, monsieur Dubois, mais je dois vous avertir que c'est un processus délicat. Michel a déjà connu plusieurs déceptions et a du mal à faire confiance aux gens. De plus, il y a toute une procédure légale à suivre. Je ferai tout dans les règles, » assura Mathieu. « Quand puis-je le rencontrer ? Je peux organiser une première rencontre pour la semaine prochaine. Mais rappelez-vous, n'ayez pas d'attente. Le plus important maintenant est d'établir une connexion authentique avec lui. » Mathieu acquiesça, mais son cœur battait déjà la chamade face aux possibilités. Après 12 ans de recherches infructueuses, serait-il possible que son fils soit si proche? Il devait garder son calme et agir avec prudence, mais quelque chose en lui disait qu'il était sur la bonne voie. Après le départ de Béatrice, il passa des heures à contempler la photo de Michel. Le garçon avait un regard triste et distant, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour son âge. Mathieu fit une promesse silencieuse. Qu'il soit ou non son fils disparu, il ferait tout pour apporter de la lumière et de la joie dans ses yeux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Mathieu parvint à dormir sans cauchemar. Il rêva d'un avenir différent, où le vide dans sa vie serait enfin comblé. La rencontre prévue pour la semaine suivante ne serait que la première étape d'un voyage qui promettait de transformer non seulement sa vie, mais aussi celle d'un garçon qui avait désespérément besoin d'un foyer. La semaine qui précéda la rencontre avec Michel sembla s'éterniser pour Mathieu. Il réorganisa son agenda, délégua des responsabilités et commença à préparer sa maison pour accueillir éventuellement une nouvelle présence. La chambre d'amis,
qui était resté fermé pendant des années, fut entièrement rénové avec des couleurs vives et des meubles adaptés à un préadolescent. Le matin de la rencontre, Mathieu arriva une demi-heure en avance au centre d'accueil. Béatrice l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Je vois que vous êtes anxieux, monsieur Dubois. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé. Michel est extrêmement sensible au changement. Nous devons y aller doucement. » Mathieu acquiesça, ajustant pour la 10e fois le col de la chemise décontractée qu'il avait choisi de porter, laissant de côté ses costumes habituels. Il voulait que Michel se sente à l'aise, sans intimidation. Lorsque le garçon entra dans la salle de visite, Mathieu sentit son cœur s'arrêter un instant. Les ressemblances étaient encore plus frappantes en personne. Michel avait les mêmes gestes nerveux que Mathieu faisait quand il était anxieux, la même façon d'incliner légèrement la tête sur le côté quand quelque chose attirait son attention. « Bonjour Michel, je suis Mathieu », se présenta-t-il, essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. Le garçon l'étudia d'un regard méfiant, mais tendit poliment la main pour une poignée de main trop formelle pour son âge. « Ravi de vous rencontrer, monsieur. »« Tu peux m'appeler simplement Mathieu », sourit-il, indiquant l'un des fauteuils. « Béatrice m'a dit que tu aimais les échecs. J'ai apporté un échiquier si tu veux jouer. » Les yeux de Michel brillèrent un instant, mais il reprit rapidement son expression neutre. « J'aime bien, oui, mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je ne dois pas être un défi pour vous. Je veux dire, pour toi. » Mathieu commença à disposer les pièces sur l'échiquier. « Je n'en suis pas si sûr. J'ai entendu dire que tu étais très bon. » Au fur et à mesure que le jeu avançait, la tension initiale se dissipa. Michel se révéla non seulement bon, mais exceptionnellement talentueux aux échecs. Ses coups démontraient une capacité impressionnante de réflexion stratégique. « Échec et mat », annonça Michel après une partie particulièrement intense, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres pour la première fois. « Impressionnant », rit Mathieu, sincèrement admiratif. « Où as-tu appris à jouer comme ça ?» L'expression de Michel se referma à nouveau. « Un monsieur dans le foyer précédent m'a appris. » Avant de... Il s'arrêta brusquement, comme s'il avait touché un souvenir douloureux. Mathieu perçut le moment délicat et changea subtilement de sujet. « Tu sais, j'ai une bibliothèque chez moi avec plusieurs livres sur les échecs. Si tu veux, on peut prévoir d'autres parties. Je peux aussi apporter les livres. » Michel regarda Béatrice qui observait discrètement l'interaction. Elle hocha la tête de manière encourageante. « J'aimerais bien, » répondit-il avec hésitation, « mais je ne veux pas déranger. Je sais que tu dois être très occupé. » « Ce n'est jamais un dérangement de faire quelque chose qui nous apporte de la joie, » répondit Mathieu, sentant une vague de protection envers ce garçon qui essayait de paraître si fort. « En fait, ce serait un service que tu me rendrais. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'adversaire à ma hauteur aux échecs. » Pour la première fois, Michel se permit un sourire sincère. « D'accord alors. Mais la prochaine fois, je veux jouer avec les pièces noires. » Le reste de la visite se déroula naturellement. Mathieu et Michel découvrant d'autres centres d'intérêt en commun. Tous deux adoraient l'astronomie, étaient fascinés par les chiffres et partageaient une inexplicable aversion pour les carottes. Quand vint l'heure de partir, Mathieu remarqua que Michel était réticent à dire au revoir, bien qu'il essayât de ne pas le montrer. « Je reviendrai la semaine prochaine, je te le promets, et j'apporterai ces livres dont je t'ai parlé. » Michel acquiesça, ses yeux révélant un mélange d'espoir et de peur de croire à cette promesse. Sur le chemin du retour, Mathieu ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les similitudes qu'il avait remarquées. Ce n'était pas seulement physique, il y avait des manières, des préférences et même des façons de raisonner qui semblaient être le reflet de lui-même quand il était jeune. Mais plus que toutes ces coïncidences, ce qui l'avait le plus affecté était la profonde connexion qu'il avait ressentie avec ce garçon. Ce soir-là, seul dans son bureau, Mathieu prit le vieil album photo qui conservait ses souvenirs les plus précieux. Sur la dernière page, la photo de son fils Lucas bébé, à seulement 11 mois, souriait innocemment. À côté, il plaça la photo de Michel que Béatrice lui avait donnée. La ressemblance était indéniable. « Je découvrirai la vérité », promit-il à voix basse. « Et en attendant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te donner la famille que tu mérites, Michel. » Les visites hebdomadaires devinrent le moment le plus attendu tant pour Mathieu que pour Michel. À chaque rencontre, l'entrepreneur remarquait de nouvelles similitudes qui faisaient accélérer son cœur. Ce n'étaient pas seulement les caractéristiques physiques, mais de petits détails qui semblaient crier la vérité qu'il soupçonnait tant.
Au cours d'un après-midi particulièrement agréable, alors qu'il jouait aux échecs, Michel fit preuve d'une curiosité qu'il gardait en lui. « Mathieu, pourquoi ne t'es-tu jamais remarié? Béatrice m'a dit que tu étais marié avant. » La question prit Mathieu par surprise. Il respira profondément, décidant d'être honnête. « C'est une histoire compliquée, Michel. J'avais une famille, une épouse, Hélène et un petit garçon, Lucas. Mais quelque chose est arrivé qui a tout changé. » Michel inclina la tête, dans ce geste si familier qu'il faisait toujours quand il était intéressé par quelque chose. Que s'est-il passé? Mon fils, il a disparu quand il n'avait que 11 mois. C'était pendant un voyage à Chamonix. Nous étions dans un hôtel et un matin, Mathieu fit une pause, contrôlant son émotion. Il n'était tout simplement plus dans son berceau. Hélène n'a pas supporté la perte. Nous nous sommes séparés quelques mois plus tard. Le silence qui suivit fut pesant. Michel jouait nerveusement avec une pièce d'échecs, les yeux fixés sur l'échiquier. « Je suis désolé, dit-il finalement. Ça a dû être très difficile. Ça l'a été et ça l'est toujours. Mais tu sais quoi? Te connaître m'a beaucoup aidé. Tu me le rappelles de tant de façons. » Michel leva les yeux, une expression complexe sur son visage. « Comment peux-tu le savoir? Ce n'était qu'un bébé. » « C'est vrai. Mais il y a des choses qui sont inexplicables, Michel. Parfois, quand tu souris, Mathieu s'arrêta, réalisant qu'il en disait plus qu'il ne le devait à ce moment-là. Changeant de sujet, il demanda des nouvelles de ses études. Michel avait commencé à fréquenter une école privée grâce à une bourse d'études que Mathieu avait arrangée par le biais de sa fondation. « J'adore les cours de sciences, » répondit Michel avec enthousiasme. « Surtout quand nous étudions l'ADN et l'hérédité. Tu savais qu'il existe des caractéristiques qui sont transmises de père en fils et qui restent dormantes pendant des générations? » Mathieu sentit son cœur s'emballer. « Vraiment? Raconte-moi en plus à ce sujet. » Tandis que Michel expliquait avec enthousiasme les gènes dominants et récessifs, Mathieu ne pouvait s'empêcher de remarquer comment le garçon se transformait en parlant de sujets qui l'intéressaient. La timidité laissait place à une confiance naturelle. Ses yeux brillaient avec la même intensité que Mathieu voyait dans ses propres yeux quand il parlait de ses projets. « Tu sais ce qui est le plus intéressant ?» poursuivit Michel. « La professeure a dit que certaines personnes ont des marques de naissance héréditaires, comme celle que j'ai sur la nuque. » Mathieu déglutit difficilement. C'était la première fois que Michel mentionnait la marque. « J'ai toujours voulu savoir si mes parents biologiques en avaient une identique, » dit le garçon, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure. « Parfois je rêve d'eux, mais je n'arrive jamais à voir leur visage. » À ce moment-là, Mathieu dut utiliser toute sa volonté pour ne pas parler de la marque identique que Lucas avait. Ce n'était pas encore le moment. Il devait être absolument sûr avant de créer des attentes dans le cœur du garçon. « Michel, » dit-il doucement, « indépendamment de ce qui s'est passé dans le passé, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Toujours. » Le garçon acquiesça, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Je sais. Tu es différent des autres adultes que j'ai connus. Tu reviens toujours. » La simplicité de cette constatation frappa Mathieu comme un coup de poing dans l'estomac. Combien de déceptions ce garçon avait-il déjà affronté pour accorder tant de valeur à quelque chose d'aussi basique que tenir une promesse? À la fin de la visite, Michel surprit Mathieu avec une demande. « Tu pourrais... Je veux dire, serait-il possible que tu viennes à la représentation de la chorale de l'école la semaine prochaine? Ce n'est pas grave si c'est trop dérangeant. C'est juste que... » « Bien sûr que je viendrai, » interrompit Mathieu, sentant son cœur se gonfler de joie. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Le sourire que Michel donna en réponse illumina toute la pièce. C'était le sourire d'Hélène, réalisa Mathieu avec un pincement au cœur. Le même sourire qu'elle avait sur la photo du jour où Lucas était né. En rentrant chez lui ce soir-là, Mathieu prit une décision. Il était temps d'engager des spécialistes pour enquêter sur le passé de Michel. Il ne pouvait plus vivre avec ce doute. Mais il devrait être extrêmement prudent. Il ne permettrait à rien ni à personne de blesser à nouveau ce garçon. Tandis qu'il conduisait à travers la ville illuminée, il pensait à quel point sa vie avait changé ces dernières semaines. Le vide qu'il portait depuis si longtemps commençait à être comblé par quelque chose de nouveau, l'espoir. Et quoique les investigations révèlent, il savait que Michel occupait déjà une place permanente dans son cœur. La représentation de la chorale de l'école était prévue pour un jeudi soir. Mathieu arriva 1 heure à l'avance avec un bouquet de fleurs des champs qu'il avait découvert être les préférés de Michel au cours de leur conversation. Il s'assit au premier rang
son cœur débordant de fierté en voyant le garçon sur la scène pendant la répétition finale, ajustant le nœud papillon de son uniforme avec ce geste caractéristique d'inquiétude. Parmi les autres parents et responsables qui arrivaient, Mathieu remarqua Hélène entrant discrètement dans l'auditorium. Son cœur s'accéléra. Il ne l'avait pas vue en personne depuis des années. Il ne maintenait le contact que par l'intermédiaire d'avocats pour les questions liées aux recherches de Lucas. Elle semblait plus mince, avec quelques mèches argentées dans ses cheveux sombres, mais gardait toujours cette élégance qui l'avait toujours caractérisée. « Mathieu ?» Elle s'approcha avec hésitation. « Béatrice m'a appelé. Elle a dit que c'était important que je vienne. »« Merci d'être venu, » répondit-il, indiquant la place à côté de lui. « Il y a quelque chose que tu dois voir. » Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, les lumières baissèrent et la chorale commença à se produire. Michel était au deuxième rang, et même parmi tant d'enfants, sa présence se démarquait. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon d'être, un mélange de timidité et de force que Mathieu reconnaissait si bien. Hélène serra l'accoudoir du fauteuil quand Michel fit un pas en avant pour son solo. Le garçon commença à chanter « Somewhere over the Rainbow » et sa voix cristalline remplit l'auditorium. Mathieu observa son ex-femme porter la main à sa bouche, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Ce n'est pas possible » murmura-t-elle. « La même voix » répondit Mathieu doucement. « Exactement comme tu chantais pour endormir Lucas. » Après la représentation, alors que les autres élèves couraient embrasser leur famille, Michel s'approcha timidement de Mathieu, s'arrêtant en remarquant Hélène. « Michel, je voudrais te présenter une amie très spéciale, » dit Mathieu gentiment. « Voici Hélène. » Le garçon tendit poliment la main, mais ses yeux étudiaient intensément le visage d'Hélène. Elle, de son côté, semblait hypnotisée, comme si elle voyait un fantôme. « Tu as magnifiquement chanté, » dit Hélène, sa voix tremblant légèrement. « Cette chanson, c'est l'une de mes préférées. C'est aussi la mienne, » répondit Michel en souriant. « Je ne sais pas l'expliquer, mais elle m'a toujours fait sentir chez moi. » Hélène dut s'asseoir, ses jambes flageolantes. Mathieu posa sa main sur son épaule, offrant un soutien silencieux. « Michel, j'ai apporté quelque chose pour toi, » dit Mathieu, lui tendant le bouquet, « pour célébrer ta merveilleuse prestation. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Des fleurs des champs. »« Comment savais-tu ?»« Tu l'as mentionné une fois, » sourit Mathieu. « Tu as dit que tu les avais toujours aimées, même sans savoir pourquoi. » Hélène étouffa un sanglot. C'était elle qui avait l'habitude de remplir la maison de fleurs des champs quand Lucas était bébé. « Pourrions-nous prendre une photo ?» demanda Michel timidement, surprenant tout le monde. Jusqu'à présent, il avait toujours évité les photographies. « Bien sûr, » répondit Mathieu, faisant signe à Béatrice qui observait la scène de loin, de prendre la photo avec son téléphone portable. À ce moment-là, avec Michel entre eux, tenant son bouquet et souriant d'un bonheur sincère, Mathieu et Hélène ressentirent de quelque chose qu'ils n'avaient pas éprouvé depuis longtemps, la complétude. Après que Michel fut allé rejoindre ses camarades pour la célébration, Hélène saisit le bras de Mathieu. « Cette marque sur sa nuque, je l'ai vue quand il s'est retourné. Elle est identique à celle de Lucas. »« Je sais, » répondit Mathieu. « Il y a plus de coïncidences, Hélène, tellement qu'elles ne peuvent pas être le fruit du hasard. J'ai engagé des spécialistes pour enquêter sur son passé. Nous devons être sûrs avant de... »« J'ai déjà la certitude, » interrompit Hélène, ses yeux fixés sur Michel de l'autre côté de la salle. « Une mère sait, Mathieu, c'est notre fils. » Mathieu sentit son cœur se serrer. « Je le sens aussi. Mais nous devons faire les choses correctement, pour lui. Michel a déjà connu beaucoup de déceptions dans sa vie. Nous ne pouvons pas risquer de le blesser. » Hélène acquiesça, essuyant ses larmes. « Je peux participer aux visites aussi ?»« Bien sûr, » sourit Mathieu. « Je suis sûr qu'il adorera. Il se prépare pour un tournoi d'échecs à l'école. Tu pourrais peut-être l'aider à s'entraîner. »« Il joue aux échecs ?» demanda Hélène, surprise. « Comme toi ? Et il est meilleur que moi, » rit Mathieu. « Bien meilleur. » Ils observèrent ensemble Michel interagir avec ses camarades. Il y avait une nouvelle confiance dans ses mouvements, comme si leur présence dans le public lui avait donné une assurance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Nous allons bien faire les choses cette fois, » dit Hélène déterminée. « Nous allons ramener notre fils à la maison. » Mathieu serra doucement sa main. Pour la première fois en 12 ans, il sentit que sa famille avait une vraie chance de se reconstituer. Pas de la même façon qu'avant, les cicatrices et le temps perdu seraient toujours là,
mais peut-être d'une nouvelle manière, plus forte et plus consciente de la valeur de chaque moment passé ensemble. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle dynamique aux rencontres. Hélène commença à participer régulièrement, apportant avec elle une énergie maternelle qui complétait parfaitement la présence protectrice de Mathieu. Michel, initialement hésitant face à ce changement, se trouva bientôt charmé par la façon dont Hélène lui enseignait des techniques de respiration pour contrôler sa nervosité avant les représentations de la chorale. Un après-midi particulièrement significatif, alors qu'il s'exerçait aux échecs dans l'aire de récréation du centre d'accueil, Michel posa une question qui les prit tous deux par surprise. « Vous avez des photos de Lucas quand il était bébé ?» Mathieu et Hélène échangèrent un regard rapide avant qu'ils ne répondent. « Oui, nous en avons. Tu veux les voir ?» Michel acquiesça, essayant de paraître désinvolte, mais son anxiété était évidente dans la façon dont il manipulait les pièces d'échecs. Mathieu sortit soigneusement une vieille photo de son portefeuille, la même qu'il portait depuis 12 ans. Celle-ci a été prise un mois avant qu'il ne parte, expliqua-t-il, tendant la photo à Michel. Le garçon étudia l'image intensément, ses doigts traçant délicatement les contours du visage du bébé. Hélène observait, retenant ses larmes, tandis que Michel fronçait les sourcils dans une expression de concentration qu'elle connaissait si bien. « Il me ressemble », dit-il finalement, sa voix presque un murmure. « Oui, il te ressemble », confirma Mathieu doucement. « Parfois, commença Michel, hésitant, « parfois j'ai ces rêves, ou peut-être sont-ce des souvenirs, je ne sais pas trop. Il y a une chanson, toujours la même chanson. » Hélène sentit son cœur s'arrêter. « Quelle chanson, mon chéri ? Je ne connais pas toutes les paroles, mais il y a une partie qui parle d'étoiles et de vœux. C'est idiot, je sais, mais ça semble si réel. « Catch a falling star and put it in your pocket », fredonna Hélène doucement. Les yeux de Michel s'écarquillèrent. « C'est ça. Comment le sais-tu » ? « C'était la chanson que je chantais chaque soir pour endormir Lucas, » répondit Hélène, la voix étranglée. « Ma mère me la chantait quand j'étais petite. » Michel resta silencieux pendant un long moment, absorbant cette information. Puis, avec une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant, il demanda « Pourquoi avez-vous continué à me chercher, après tant de temps ?»« Parce qu'un père et une mère n'abandonnent jamais, » répondit Mathieu avec fermeté. « Jamais. Même sans être sûr s'il était encore... » Même comme ça, interrompit doucement Hélène. « L'amour ne disparaît pas, Michel. Il ne fait que grandir. » Le garçon regarda à nouveau la photo, puis, surprenant tout le monde, y compris lui-même, demanda « Je peux la garder ? Je promets d'en prendre soin. »« Bien sûr que tu peux, » sourit Mathieu, sentant son cœur se serrer en voyant le soin avec lequel Michel rangea la photo dans son cahier scolaire. « Tu sais, » continua Michel, arrangeant les pièces d'échecs avec cette précision méthodique qui rappelait tant Mathieu, « à l'école, nous étudions l'ADN et les tests génétiques. La professeure a dit qu'il était possible de découvrir si deux personnes sont apparentées grâce à un simple examen. » Hélène retint sa respiration. Mathieu garda son calme. « C'est vrai. Qu'en penses-tu » Michel haussa les épaules, essayant de paraître indifférent, mais sa voix le trahissait. « Ce serait intéressant de faire un test comme ça, juste pour savoir, tu vois. » Sur mes origines, Mathieu et Hélène échangèrent un autre regard significatif. C'était le moment qu'ils attendaient. Michel était prêt à envisager la possibilité. « Si tu veux, » dit Mathieu prudemment, « nous pouvons faire ce test, sans pression, juste pour répondre à certaines de tes questions. »« Vous feriez ça ?» demanda Michel, sa voix petite et pleine d'espoir. « Nous ferions n'importe quoi pour toi, mon chéri, » répondit Hélène, résistant à l'envie de le serrer dans ses bras. « Je peux y réfléchir ?» demanda-t-il, reportant son attention sur l'échiquier, ayant clairement besoin d'un moment pour tout assimiler. « Tout le temps dont tu as besoin, » assura Mathieu. « Il n'y a pas d'urgence. » Le reste de l'après-midi se déroula avec une partie d'échecs particulièrement intense, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une attente, une possibilité qui planait au-dessus d'eux comme une promesse silencieuse. Quand vint l'heure de partir, Michel fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il enlaça spontanément Hélène. Ce fut une étreinte rapide, presque timide, mais chargée de sens. Ensuite, il tendit la main à Mathieu, comme il le faisait toujours, mais cette fois-ci, il la serra un peu plus fort, un peu plus longtemps. Dans la voiture, en rentrant chez eux, Hélène laissa enfin couler librement ses larmes. Il se souvient, Mathieu. Même s'il ne sait pas qu'il se souvient, même si ce ne sont que des fragments, notre fils revient vers nous. Mathieu conduisait en silence,
ses propres larmes embuant légèrement sa vision. La photo qu'il avait toujours portée était maintenant avec Michel, et d'une certaine manière, cela semblait profondément juste. C'était comme si un cercle commençait à se refermer, comme si toutes les pièces d'un puzzle commençaient enfin à s'assembler. Une semaine après la conversation sur le test ADN, Mathieu recevait dans son bureau l'enveloppe qui pourrait tout changer. Les résultats du premier rapport de l'enquête sur le passé de Michel étaient arrivés, accompagnés de quelques découvertes surprenantes sur le foyer où il avait été trouvé. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait l'enveloppe. La première page contenait des informations de base. Le foyer où Michel avait été laissé se trouvait à moins de 100 km de Chamonix. La date de son arrivée au foyer, exactement 3 semaines après la disparition de Lucas. « Monsieur Dubois ?» La voix de Marie interrompit sa lecture. « Madame Hélène vient d'arriver. » Hélène entra précipitamment, ses yeux se fixant immédiatement sur l'enveloppe sur le bureau. « Ce sont les résultats ?»« De l'enquête préliminaire, » répondit Mathieu. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Ensemble, ils commencèrent à lire le rapport. Les coïncidences étaient trop impressionnantes pour être ignorées. Le foyer avait enregistré l'arrivée de Michel dans des circonstances nébuleuses. Une femme l'avait laissé pendant la nuit, sans fournir de documentation adéquate. La description physique de cette femme correspondait à celle d'une employée de l'hôtel où Lucas avait disparu. « Mon Dieu !» murmura Hélène, serrant la main de Mathieu. « Tout concorde. Il y a plus, continua-t-il, tournant la page. Et ils ont trouvé des traces d'un virement bancaire suspect sur le compte de cet employé de l'hôtel, effectué 3 jours après la disparition. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur lecture, ils furent interrompus par un autre coup à la porte. C'était Béatrice qui semblait agitée. « Excusez l'interruption, mais il s'est passé quelque chose que vous devez savoir. » Michel a demandé à faire le test ADN. Le cœur des deux s'emballa. Hélène fut la première à parler. « Quand ?»« Il est venu me voir ce matin à l'école. Il a dit qu'il avait fait un rêve cette nuit. Un rêve avec la chanson que vous chantiez, Hélène. Il s'est réveillé en pleurant, en disant qu'il avait besoin de connaître la vérité. » Mathieu se leva, déterminé. « Allons-y tout de suite. Nous avons déjà l'autorisation judiciaire pour le test. Nous attendions juste qu'il soit prêt. »« Il y a autre chose, » continua Béatrice, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Il a demandé à vous montrer quelque chose. Quelque chose qu'il a trouvé parmi les quelques affaires qu'il a apportées du foyer. » Au centre d'accueil, Michel les attendait dans la salle de visite, tenant une petite boîte en métal rouillé. Ses yeux étaient rouges, révélant qu'il avait pleuré, mais il y avait une nouvelle détermination dans sa posture. « Je n'ai jamais montré ça à personne, » dit-il, ouvrant la boîte avec précaution. « J'ai toujours senti que c'était important, mais je ne savais pas pourquoi. » De la boîte, il sortit un petit hochet en argent, usé par le temps mais gardant encore un éclat spécial. Hélène étouffa un cri. C'était le hochet que sa grand-mère avait donné à Lucas, un cadeau de famille transmis de génération en génération. « C'était avec moi quand ils m'ont trouvé, » expliqua Michel, sa voix tremblant légèrement. « Avec cette couche. » La couche, jaunie par le temps, portait encore les initiales brodées par Hélène. LD, Lucas Dubois. « Je me suis toujours demandé ce que signifiaient ces lettres, » continua Michel, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Et pourquoi je ressentais tant d'affection pour ces vieux objets. Maintenant, je commence à comprendre. » Mathieu s'agenouilla à côté de lui, touchant doucement le hochet. « Ta arrière-grand-mère a donné ça à Lucas le jour de sa naissance. Elle disait que son son avait le pouvoir d'éloigner les cauchemars. C'est pour ça que j'ai toujours dormi avec, » murmura Michel. Même sans savoir pourquoi, Hélène ne put plus se contenir. Elle enlaça Michel et cette fois il ne se déroba pas. Au contraire, il enfouit son visage dans son épaule, sanglotant doucement. « Je veux faire le test, » dit-il entre ses larmes. « J'ai besoin de savoir, même si ce n'est pas ce que nous pensons, j'ai besoin de savoir. »« Nous le savons déjà, mon fils, » répondit doucement Hélène, caressant ses cheveux. « Au fond de notre cœur, nous l'avons toujours su. Le test ne fera que confirmer ce que nos cœurs disent déjà. » Mathieu se joignit à l'étreinte, formant un cercle protecteur autour de Michel. Béatrice observait la scène avec des larmes aux yeux, tenant les formulaires d'autorisation pour le test ADN. « Nous pouvons faire le prélèvement aujourd'hui même, » dit-elle gentiment. « Le laboratoire est déjà prévenu. » Michel se dégagea doucement de l'étreinte, essuyant ses larmes avec le dos de ses mains. « Combien de temps faut-il pour avoir le résultat ?»« Quelques jours, » répondit Mathieu. « Mais indépendamment du résultat, Michel,
Je veux que tu saches que... Je sais, interrompit le garçon, un petit sourire apparaissant à travers ses larmes. Vous ne m'abandonnerez pas. Jamais. Et à ce moment-là, entouré par l'amour de deux personnes qui n'avaient jamais cessé de le chercher, Michel se permit enfin de croire que peut-être, juste peut-être, ses rêves avec cette berceuse n'étaient pas seulement des rêves. Peut-être étaient ceux des souvenirs, de précieux souvenirs d'un temps qu'il pensait avoir perdu à jamais, mais qu'il avait maintenant la chance de retrouver. Les jours qui suivirent le prélèvement d'ADN furent les plus longs de la vie des trois. Mathieu se plongea dans le travail, essayant de garder l'esprit occupé, mais il se surprenait constamment à regarder son téléphone, attendant l'appel du laboratoire. Hélène, quant à elle, canalisa son anxiété en transformant l'ancienne chambre de Lucas, qui était restée intacte pendant 12 ans, en un espace adapté à un préadolescent. Michel était également différent. Après avoir partagé le secret du hochet et de la couche, c'était comme si une barrière invisible s'était brisée. Lors des visites quotidiennes qui avaient maintenant lieu, il commença à poser plus de questions sur son passé possible. Comment était la maison où vous viviez quand Lucas était bébé? Demanda-t-il pendant un déjeuner. Hélène sourit, servant plus de jus. C'était une maison jaune avec un énorme porche. Il y avait un jardin à l'arrière avec un vieux pommier. Mathieu disait toujours que quand Lucas grandirait, nous construirions une cabane dans l'arbre là-bas. Les yeux de Michel brillèrent. Le pommier est toujours là? Oui, répondit Mathieu. La maison est toujours à nous. Nous n'avons simplement pas pu y vivre après ce qui s'est passé. Pouvons-nous la visiter? Demanda timidement Michel. Mathieu et Hélène échangèrent des regards surpris. C'était la première fois que Michel manifestait de l'intérêt pour quelque chose au-delà de l'environnement contrôlé des visites supervisées. Bien sûr, répondit Hélène, essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. Si Béatrice l'autorise, nous pouvons y aller aujourd'hui même. Comme si elle avait entendu son nom, l'assistante sociale s'approcha de la table. Je pense qu'une visite à la maison serait très positive, sourit-elle. En fait, je pensais déjà suggérer que nous commencions à élargir les horizons des rencontres. L'ancienne maison des Dubois se trouvait à seulement 20 minutes du centre d'accueil. Pendant tout le trajet, Michel garda le visage collé à la fenêtre de la voiture, observant attentivement le chemin. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin devant le portail jaune, quelque chose d'étrange se produisit. « Il y a une balançoire, » dit soudainement Michel. « Une balançoire bleue sur le porche. » Mathieu et Hélène se figèrent. En effet, il y avait une vieille balançoire en bois peinte en bleu sur le porche, une relique de l'époque où Lucas était bébé. Mais elle était cachée derrière une plante grimpante, impossible à voir depuis la rue. « Comment sais-tu pour la balançoire » demanda doucement Hélène. Michel fronça les sourcils, confus. « Je ne sais pas. Je savais simplement qu'elle serait là, et qu'elle grince un peu quand on se balance trop fort. » Béatrice observait la scène avec un intérêt professionnel, prenant des notes discrètes dans son carnet. Ce type de mémoire précoce était rare, mais pas impossible dans les cas de séparation traumatique dans la petite enfance. En entrant dans la maison, l'odeur de renfermé mélangée à l'essence de lavande, qu'Hélène avait toujours utilisée, provoqua une réaction encore plus surprenante chez Michel. Il s'arrêta au milieu du salon, les yeux fixés sur un point précis près de l'escalier. « Ici, dit-il, touchant un endroit sur le mur, il y avait un cadre photo ici, avec une photo de vous trois à la plage. » Mathieu sentit ses genoux faiblir. La marque plus claire sur le mur indiquait exactement où se trouvait le cadre qu'Hélène avait enlevé après la disparition de Lucas. « Comment peux-tu savoir ça ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Ce sont des flashs, » répondit Michel, semblant effrayé par ses propres souvenirs. « Comme des morceaux d'un rêve, mais trop réels pour n'être qu'un rêve. » Hélène s'approcha de lui avec précaution. « Tu veux monter? Voir le reste de la maison ?» Michel acquiesça, tenant instinctivement sa main, tandis qu'il montait les escaliers. Dans le couloir de l'étage supérieur, il s'arrêta devant une porte spécifique. « C'est ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « La chambre de Lucas ?»« Oui, » répondit Hélène, ouvrant doucement la porte. La chambre, récemment rénovée, conservait encore quelques éléments d'origine. Le papier peint avec des étoiles et des planètes, le mobile en cristal qui jouait « Catch a Falling Star » quand il tournait, la vue sur le pommier du jardin à travers la fenêtre. Michel marcha lentement dans la pièce, touchant chaque surface comme s'il essayait d'éveiller plus de souvenirs. Il s'arrêta devant la fenêtre, regardant fixement l'arbre. « J'avais l'habitude de voir les feuilles bouger d'ici, »
dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Du berceau, c'était apaisant. Hélène ne put contenir ses larmes. Mathieu l'enlaça par les épaules, tous deux observant comment Michel semblait parfaitement à sa place dans cet environnement, comme s'il n'en était jamais parti. Le son du téléphone portable de Béatrice brisa le moment. Elle répondit rapidement et, après une brève conversation, raccrocha avec une expression sérieuse. C'était le laboratoire. Les résultats du test ADN sont prêts. L'air sembla se figer dans la chambre. Michel se détourna de la fenêtre, ses yeux rencontrant ceux de Mathieu et Hélène. « Pouvons-nous aller les chercher maintenant ?»« Tu es sûr ?» demanda Mathieu. « Nous pouvons attendre demain si tu préfères. »« Non, » répondit Michel avec une fermeté surprenante. « Assez d'attente. Nous devons savoir. » En quittant la maison, Michel s'arrêta une dernière fois sur le porche, touchant doucement la vieille balançoire bleue. Le grincement léger confirma son souvenir, exactement comme il l'avait dit. « Quel que soit ce que dira ce papier, » dit-il, sa voix tremblant légèrement, « cette maison semble juste. » « Vous semblez juste. » Dans la voiture, en route vers le laboratoire, personne ne parlait. Le poids du moment, l'attente de 12 ans de recherche, la peur et l'espoir, tout cela planait dans l'air comme un orage sur le point d'éclater. Mais il y avait aussi une certitude silencieuse, construite non seulement sur les résultats de l'enquête ou les coïncidences inexplicables, mais surtout sur ces petits souvenirs que Michel avait portés en lui pendant toutes ces années. Le son de la balançoire, la vue du pommier, le hochet en argent qui chassait les cauchemars. Certaines vérités, après tout, le cœur les reconnaît bien avant que tout test scientifique ne puisse les confirmer. Le laboratoire était presque vide quand ils arrivèrent. Une réceptionniste les conduisit dans une salle d'attente privée où le docteur Pierre, le généticien responsable du test, les attendait avec une enveloppe scellée à la main. « Bonsoir », salua-t-il, observant attentivement le groupe. « Avant d'ouvrir les résultats, j'aimerais confirmer. Êtes-vous tous prêts, quel que soit le résultat ?» Michel, assis entre Mathieu et Hélène, hocha fermement la tête. Sa main droite tenait le vieux hochet en argent qu'il n'avait pas lâché depuis qu'ils avaient quitté la maison. « Oui, » répondit-il, « nous sommes prêts. » Le médecin ouvrit l'enveloppe avec précaution en sortant quelques feuilles. Ses yeux parcoururent rapidement les données avant de lever le regard. « Les résultats sont concluants », commença-t-il, faisant une pause qui sembla durer une éternité. Le test ADN confirme avec 99,9% de certitude que Michel est le fils biologique de Mathieu Dubois et Hélène Moreau-Dubois. Le son du hochet tombant sur le sol résonna dans la salle silencieuse. Michel resta immobile, comme s'il ne pouvait pas assimiler l'information. Hélène fut la première à bouger, l'enlaçant doucement. « Mon fils », murmura-t-elle entre ses larmes, « mon petit garçon ». Michel commença à trembler, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Mathieu se joignit à l'étreinte, les entourant tous les deux de manière protectrice. « Je le savais », dit Michel au milieu de ses sanglots. « Au fond de mon cœur, je l'ai toujours su. C'est pour ça que j'ai gardé le hochet et la couche. C'est pour ça que la chanson n'est jamais sortie de ma tête. » Béatrice, qui observait la scène émue, s'approcha avec quelques documents. « Avec ces résultats, nous pouvons immédiatement entamer le processus de réintégration familiale. Nous avons déjà toute la documentation préparée. »« Combien de temps ?» demanda Mathieu, toujours enlacé avec sa famille. « Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de toutes les preuves que nous avons réunies, y compris les souvenirs précoces de Michel et les objets personnels conservés, nous pouvons accélérer le processus. Avec le soutien judiciaire que nous avons déjà, dans quelques jours, Michel pourra rentrer définitivement à la maison. » Michel leva la tête de l'épaule d'Hélène, ses yeux rouges mais brillants. « Dans la maison jaune? Avec le pommier? »« Si tu veux, » sourit Hélène. « Nous pouvons habiter là où tu te sentiras le plus à l'aise. »« Je veux la maison jaune, » répondit-il sans hésiter. « Je veux retrouver ma chambre. Je veux construire cette cabane dans l'arbre que tu as promise, papa. » Le mot « papa » sortit naturellement, comme si Michel l'avait gardé en lui pendant toutes ces années, attendant le bon moment pour l'utiliser. Mathieu sentit son cœur s'élargir d'une manière qu'il ne croyait pas possible. « Nous allons construire la meilleure cabane dans l'arbre qui ait jamais existé, » promit-il, embrassant le haut de la tête de son fils. Le docteur Pierre remit une copie des résultats à Béatrice et se retira discrètement, laissant la famille avoir son moment. L'assistante sociale s'éloigna également un peu, leur donnant de l'intimité tout en organisant les prochaines étapes bureaucratiques.
Il y a quelque chose que je veux faire, dit Michel après un moment, essuyant ses larmes. Je peux appeler la professeure de sciences? C'est elle qui m'a appris l'ADN et m'a donné le courage de faire le test. Bien sûr que tu peux, sourit Mathieu, tendant son téléphone portable à son fils. Pendant que Michel passait l'appel, Hélène s'approcha de Béatrice. Comment allons-nous l'annoncer aux autres enfants du foyer? Michel a des amis là-bas. Je ne veux pas que ce soit un adieu traumatisant. Nous pouvons organiser une fête, suggéra Béatrice. Une célébration de retrouvailles. Ce serait bon pour tous de voir que parfois, les histoires ont des fins heureuses. Mathieu se joignit à la conversation. Je suis d'accord, et nous pouvons garder le contact avec ses amis. Notre maison aura toujours les portes ouvertes. Michel revint, tenant toujours le téléphone. La professeure a pleuré, raconta-t-il, un petit sourire aux lèvres. Elle a dit qu'elle utiliserait notre histoire dans ses cours pour montrer comment la science peut aider à réunir des familles. Hélène ramassa le hochet par terre, le nettoyant affectueusement. Ce hochet est dans notre famille depuis 4 générations. Ton arrière-grand-mère disait qu'il avait des pouvoirs magiques. Et il en avait, répondit doucement Michel. Il m'a maintenu connecté à vous toutes ces années. Même quand je ne savais pas qui vous étiez, même quand je ne me souvenais pas de vos visages, son son m'a toujours fait me sentir en sécurité, comme si quelqu'un veillait sur mon sommeil. Mathieu et Hélène échangèrent un regard ému. Leur fils n'avait pas seulement survécu, il avait gardé en lui des morceaux précieux de sa première enfance, des souvenirs que même la séparation n'avait pas réussi à effacer. « On rentre à la maison ?» demanda finalement Mathieu. Michel prit le hochet des mains d'Hélène et le serra fermement. « Allons-y, je veux voir le coucher de soleil depuis le porche. J'ai un souvenir de ces reflets sur les étoiles du papier peint de ma chambre. » Et ainsi, 12 ans plus tard, la famille Dubois était enfin à nouveau complète. Pas de la même manière. Tous avaient changé, grandi, été transformés par l'expérience. Mais c'était peut-être la plus grande beauté de ce moment. L'amour avait survécu non seulement au temps, mais aussi à la transformation. Et maintenant, il était encore plus fort, plus profond, plus conscient de sa propre préciosité. La première nuit de Michel à la maison fut un mélange d'émotions intenses. Après la fête d'adieu au foyer, où il promit de rester en contact avec tous ses amis, la famille arriva enfin à la maison jaune, alors que le soleil commençait à se coucher. « Tu veux faire les honneurs ?» demanda Mathieu, tendant la clé de la maison à son fils. Michel prit la clé d'une main tremblante et ouvrit la porte. L'odeur de lavande était plus forte maintenant. Hélène avait passé la matinée à tout préparer pour l'accueillir. Dans le salon, une surprise l'attendait. L'ancien cadre photo avec la photo de la plage était de retour sur le mur, et à côté, une nouvelle photo, celle qu'ils avaient prise lors de la représentation de la chorale. « Nous avons encore beaucoup de place pour de nouveaux souvenirs », sourit Hélène, remarquant les yeux humides de son fils. Michel monta lentement les escaliers, touchant la rampe en bois comme s'il voulait confirmer que tout était réel. Dans la chambre, maintenant rénovée mais conservant des éléments d'origine, une nouvelle découverte l'émut. Sur le lit se trouvait un album photo. « Ce sont toutes les photos que nous avons gardées pendant ces années », expliqua Mathieu, s'asseyant à côté de son fils. « Chaque anniversaire que nous n'avons pas pu fêter ensemble, chaque Noël. Vous fêtiez mon anniversaire même si je n'étais pas là. » Hélène s'assit de l'autre côté. « Chaque année, nous faisions un gâteau, nous chantions joyeux anniversaire et nous faisions un vœu. Que l'année suivante tu sois avec nous. » Michel ouvrit l'album avec précaution. Les premières pages montraient ses premiers mois de vie, des photos qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il y en avait une de lui, nouveau-né, encore à l'hôpital, une autre de son baptême, plusieurs de lui jouant sur la balançoire bleue du porche. « Regarde », pointa Mathieu sur une photo en particulier. « Ici, tu venais de recevoir le hochet de ton arrière-grand-mère. » Sur l'image, un bébé potelé tenait le hochet en argent à 2 mains, un sourire édenté illuminant son visage. Michel sortit le hochet de sa poche et le compara à la photo. « Il a vieilli, sourit-il, mais il fonctionne encore parfaitement. » Ils continuèrent à feuilleter l'album jusqu'aux pages les plus récentes, des photos de la chambre en cours de rénovation, de la maison préparée pour son retour. La dernière page était vide, avec un message écrit à la main. « Ici commence notre nouvelle histoire. »« On peut prendre une photo maintenant ?» demanda Michel. « Pour que ce soit la première de la nouvelle histoire ?» Mathieu prit son téléphone portable et positionna la famille devant la fenêtre, avec le pommier du jardin en arrière-plan, baigné par la lumière dorée du coucher de soleil. Au dernier moment, Michel prit le hochet et le tint contre sa poitrine.
Le clic de l'appareil photo saisit un moment de pur bonheur. 3 sourires authentiques, des yeux brillants de larmes contenues, le hochet en argent reflétant la lumière du soleil couchant. « Maintenant, » dit Hélène, « que dirais-tu d'inaugurer la nouvelle cuisine? J'ai préparé ton plat préféré. » Michel fronça les sourcils. « Mais comment connais-tu mon plat préféré? »« Lasagne aux aubergines, » répondit-elle en souriant. « Tu demandais toujours ça au foyer, n'est-ce pas? Béatrice me l'a dit. »« En fait, » dit Michel, rougissant légèrement, « je demandais ça parce que je sentais l'odeur quand je passais près des restaurants. Ça me donnait une sensation agréable, comme si c'était une odeur de maison. C'est ce que je cuisinais tous les dimanches, » révéla Hélène, émue. « Quand tu étais bébé, tu restais dans ta chaise haute dans la cuisine, à me regarder préparer, avec de la sauce tomate en plus, » compléta Michel automatiquement, puis s'arrêta, surpris par lui-même. « Comment je sais ça? Certains souvenirs restent gravés non seulement dans l'esprit, mais dans le cœur, » expliqua doucement Mathieu. « Ce sont comme de petits trésors que personne ne peut nous enlever. » Pendant le dîner, assis à la table de la cuisine comme une famille pour la première fois en 12 ans, ils firent des projets. Michel voulait continuer dans la chorale de l'école et Hélène proposa de l'aider avec les cours de chant. Mathieu promit de commencer la construction de la cabane dans l'arbre le week-end suivant. « Il y a une chose que j'ai toujours voulu demander, » dit Michel tout en savourant les lasagnes. « Pourquoi n'avez-vous jamais vendu cette maison? Ça a dû être difficile de tout garder pendant si longtemps. » Mathieu et Hélène échangèrent un regard significatif avant qu'elle ne réponde. « Cette maison garde notre histoire, mon fils. Même dans les moments les plus difficiles, nous n'avons jamais pu nous en séparer parce que ça aurait été comme renoncer à toi, » compléta Mathieu. Et ça n'a jamais été une option. Michel posa sa fourchette et, pour la première fois, ce fut lui qui initia une étreinte avec ses parents. « Merci, » murmura-t-il, « de n'avoir jamais renoncé. » Cette nuit-là, après avoir rangé l'album photo sur l'étagère et posé le hochet sur la table de chevet, Michel se coucha dans son lit, le sien pour de vrai, pour la première fois de sa vie. Le papier peint étoilé brillait doucement dans la pénombre, exactement comme dans ses souvenirs les plus anciens. Hélène apparut à la porte. « Je peux te chanter une berceuse ?» Michel sourit, faisant de la place dans le lit pour qu'elle s'assoie. « La chanson des étoiles ?»« Catch a falling star and put it in your pocket » commença-t-elle doucement, caressant les cheveux de son fils. Mathieu observait depuis la porte, son cœur débordant d'amour. La famille Dubois était enfin à la maison, complète, réunie. Le vide qui les avait hantés pendant si longtemps avait été comblé non seulement par la présence physique de Michel, mais par quelque chose de plus précieux encore, la certitude que le véritable amour ne se perd jamais. Il trouve simplement de nouvelles façons de revenir à la maison. Les premières semaines de cohabitation apportèrent des défis et des découvertes pour la famille Dubois. Chaque jour révélait de nouvelles coïncidences et connexions qui confirmaient ce que le test ADN avait déjà prouvé. Michel n'avait pas seulement les mêmes gestes que Mathieu quand il se concentrait, mais il partageait aussi avec Hélène la manie de ranger les livres par couleur et l'habitude de fredonner en étudiant. Un samedi matin, alors qu'ils travaillaient ensemble à la construction de la cabane dans l'arbre, Mathieu remarqua quelque chose de curieux. « Fils, tu tiens le tournevis exactement comme je te l'ai appris quand tu étais bébé, » commenta-t-il, observant la façon particulière dont Michel tenait l'outil. « Comment ça ?» demanda le garçon, s'arrêtant dans son travail. « Tu le tiens d'une manière spécifique, avec le petit doigt appuyé sur la base. J'avais l'habitude de te laisser jouer avec mes outils, sans pointe, bien sûr, et je te montrais toujours cette façon de les tenir. Je disais que c'était la manière du bois de faire les choses. » Michel regarda sa main, étudiant la position de ses doigts. « J'ai toujours tenu les outils comme ça. » Les moniteurs du foyer trouvaient ça drôle. Ils disaient que j'avais l'air d'avoir suivi un cours de menuiserie. Hélène, qui apportait de la limonade pour les deux, sourit en entendant la conversation. « Ce n'est pas tout. Hier soir, quand tu faisais tes devoirs de maths, j'ai remarqué que tu résous les équations exactement comme ton père, toujours en commençant par les multiplications, même quand ce n'est pas nécessaire. C'est plus logique comme ça, » répondirent père et fils à l'unisson, les faisant tous rire. L'adaptation à l'école apporta aussi des moments significatifs. Lors de la première réunion de parents après la confirmation de la paternité, la professeure de sciences tint à partager une observation spéciale. « Michel a toujours été brillant en sciences, » expliqua-t-elle, « mais ces derniers mois, depuis que nous avons commencé à étudier la génétique, il a développé une passion encore plus grande pour le sujet. Maintenant je comprends pourquoi.
Dans la chorale, Michel se distinguait encore plus. Avec les cours particuliers d'Hélène, sa voix avait gagné en confiance. Mais ce fut lors d'une répétition que quelque chose d'extraordinaire se produisit. « Maman » appela-t-il pendant une pause. Le mot « maman » sonnait encore nouveau et précieux sur ses lèvres. « Tu te souviens de cette berceuse que tu chantais ? Je pense qu'on pourrait en faire un arrangement pour la chorale. » Hélène s'assit au piano, commençant à jouer doucement « Catch a Falling Star ». Michel, naturellement, commença à harmoniser avec elle, créant une deuxième voix qui s'accordait parfaitement avec la mélodie. « Comment connaissais-tu cette harmonie ?» demanda Hélène, surprise. « Je ne sais pas, c'est juste sorti. Comme si je la connaissais déjà, comme si je l'avais entendue avant. »« Tu l'as entendue, expliqua-t-elle, émue. Je chantais toujours la deuxième voix pendant que ton père faisait la mélodie principale, tous les soirs avant que tu ne t'endormes. À la maison, d'autres souvenirs se réveillaient. Un jour, pendant le petit déjeuner, Michel demanda l'air de rien. « On avait un chat ? Roux avec une tache blanche sur la patte ?» Mathieu faillit renverser sa tasse. « Caramel. Il dormait dans ton berceau toutes les nuits, même quand on essayait de l'en empêcher. J'ai rêvé de lui hier soir, raconta Michel. Dans le rêve, il était couché à mes pieds, ronronnant, et je pouvais sentir son poil frôler ma main. » Hélène prit une autre photo de l'album. On y voyait un bébé Michel dormant paisiblement avec un chat roux lové à ses pieds. « Qu'est-il devenu ?» demanda le garçon. « Il nous a quittés quelques années après que tu aies été emmené, » répondit doucement Hélène. « Je pense qu'il ressentait aussi ton absence. » Michel resta silencieux un moment, assimilant l'information. « On pourrait avoir un autre chat ?»« Bien sûr, » sourit Mathieu. « Que dirais-tu d'aller au refuge pour animaux le week-end prochain ?» L'idée d'adopter un chat sembla apporter une nouvelle dimension à la reconstruction familiale. C'était comme si, en choisissant ensemble un nouveau membre pour la famille, ils choisissaient aussi activement leur avenir, non plus prisonniers du passé, mais construisant quelque chose de nouveau sur les bases solides de l'amour qui avait survécu à 12 ans de séparation. Au refuge pour animaux, un chaton roux avec des taches blanches sur les pattes attira immédiatement l'attention de tous. Michel le nomma Caramel Junior, et le félin s'adapta à la maison jaune comme s'il y avait toujours appartenu. Le soir, quand Hélène alla souhaiter bonne nuit à son fils, elle trouva une scène qui la ramena 12 ans en arrière. Michel dormait paisiblement, le hochet en argent dans une main, tandis que Caramel Junior ronronnait contentement à ses pieds. « Certaines choses ne changent jamais, » murmura Mathieu, l'enlaçant par derrière tandis qu'ils observèrent la scène. « Et d'autres changent pour le mieux, » répondit-elle, remarquant le sourire serein sur le visage de leur fils endormi. « Il est vraiment chez lui maintenant. » La maison jaune, qui pendant si longtemps n'avait gardé que les échos du passé, pulsait maintenant d'une nouvelle vie. Le son du hochet en argent berçait à nouveau des rêves paisibles. L'arôme des lasagnes aux aubergines du dimanche emplissait à nouveau la cuisine, et la vieille balançoire bleue du porche grinçait doucement dans les après-midi d'été. La famille Dubois ne s'était pas seulement retrouvée. Elle se redécouvrait, construisant de nouveaux souvenirs tout en honorant les anciens, tissant avec des fils d'amour un présent qu'aucun passé douloureux ne pouvait plus menacer. Une date spéciale approchait, le premier anniversaire de Michel depuis son retour à la maison. La famille décida que ce serait une double célébration, non seulement ses 13 ans, mais aussi une façon de rattraper toutes les fêtes manquées. « Je veux inviter tout le monde », dit Michel pendant la planification. « Mes amis de l'école, de la chorale, du foyer, je peux ?»« Bien sûr, mon chéri, » répondit Hélène. « Cette maison a besoin d'être à nouveau remplie de joie. » Les préparatifs se transformèrent en un projet familial. Mathieu et Michel finalisèrent à la cabane dans l'arbre, qui serait le point fort de la fête. Hélène répétait secrètement avec la chorale une version spéciale de Catch a Falling Star pour surprendre son fils. Le matin du grand jour, Michel se réveilla au son familier du hochet en argent. Ses parents étaient à la porte de la chambre, comme ils le faisaient quand il était bébé, agitant doucement l'objet argenté. « Joyeux anniversaire, mon amour !» sourit Hélène, s'asseyant au bord du lit. « Joyeux anniversaire, champion !» compléta Mathieu, lui tendant un paquet spécialement emballé. À l'intérieur se trouvait un télescope professionnel. Michel eut le souffle coupé de surprise. « Comment saviez-vous ? Je n'ai jamais dit que j'en voulais un. »« Ton père en avait un identique quand il était petit, » expliqua Hélène. « Il passait des heures à observer les étoiles. Quand tu étais bébé,
Il t'emmenait toujours sur le porche la nuit pour te montrer les constellations. C'est pour ça que je me suis toujours senti connecté aux étoiles, murmura Michel, ému. C'est pour ça que le papier peint de la chambre m'a toujours paru si familier. La fête commença dans l'après-midi, en ça. Le jardin de la Maison Jaune était décoré de lumières qui rappelèrent des étoiles, et la cabane dans l'arbre, maintenant terminée, arborait une pancarte peinte à la main. Observatoire du bois. Les invités arrivèrent peu à peu. Les amis de l'école se mêlaient aux enfants du foyer, tous émerveillés par la cabane dans l'arbre. Béatrice apparut avec un cadeau spécial, un album avec des photos des années de Michel au foyer. Pour que tu n'oublies jamais que ton histoire est faite de tous les moments, les difficiles et les heureux, expliqua-t-elle. Pendant la fête, Hélène rassembla la chorale pour la surprise. Quand les premières notes de Catch a Falling Star commencèrent à jouer, dans un arrangement spécial qui mélangeait les voix d'enfants avec la mélodie traditionnelle, Michel ne put retenir ses larmes. « Cette chanson, expliqua-t-il à ses amis, m'a maintenu connecté à ma famille, même quand je ne savais pas que je les cherchais. Le moment le plus émouvant, cependant, vint quand Mathieu monta dans la cabane dans l'arbre pour faire une annonce. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'anniversaire de mon fils, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Nous célébrons l'amour qui surmonte toute distance, le destin qui nous a réunis, et la force des liens que même le temps ne peut briser. » Hélène le rejoignit, tenant un petit paquet. « Michel, ce cadeau est différent, » expliqua-t-elle. « C'est quelque chose que nous avons gardé pendant 12 ans, en attendant le bon moment. » Dans le paquet se trouvait une chaîne en or, avec un pendentif en forme d'étoile. Au dos, une inscription « Pour notre petit astronome, avec un amour éternel, maman et papa. » Nous l'avons acheté lors de ton premier mois de vie, raconta Mathieu. L'idée était de te la donner quand tu serais plus grand, mais maintenant c'est le moment parfait, compléta Michel, mettant la chaîne autour de son cou. Parce que maintenant je comprends. Les étoiles ne nous guident pas seulement vers la maison. Elles nous maintiennent connectés même quand nous sommes éloignés. La fête se poursuivit tard dans la nuit. Dans la cabane dans l'arbre, maintenant équipée du nouveau télescope, des groupes d'enfants se relayaient pour observer les étoiles, Michel expliquant patiemment chaque constellation. Dans un moment de calme, lorsque la plupart des invités étaient déjà partis, Michel trouva ses parents sur le porche, assis sur la vieille balançoire bleue. « Merci, dit-il, s'asseyant entre eux. Pas seulement pour la fête, mais pour tout. Pour avoir gardé ma chambre, mes souvenirs, ma place dans la famille, pour m'avoir attendu. Mon fils, répondit doucement Hélène, le véritable amour ne connaît ni temps ni distance. Tu as toujours été là, dans chaque battement de nos cœurs. Et maintenant, compléta Mathieu, nous avons tout le temps du monde pour créer de nouveaux souvenirs. » Caramel Junior les rejoignit sur la balançoire, ronronnant joyeusement. Au-dessus, les étoiles brillaient dans le ciel nocturne, témoins silencieux d'une famille que le destin avait séparée, mais que l'amour avait réunie à nouveau. Le hochet en argent, maintenant accroché près du télescope dans la cabane dans l'arbre, brillait sous la lumière des étoiles, non plus un talisman de souvenirs perdus, mais un symbole d'espoir et de nouveaux départs. 6 mois s'étaient écoulés depuis la fête d'anniversaire, et la vie dans la Maison Jaune avait trouvé son propre rythme. Michel ne s'était pas seulement adapté à son ancienne nouvelle vie, mais il s'était épanoui d'une manière qui surprenait tout le monde. Un après-midi, alors qu'il aidait Hélène à organiser de vieilles photographies, il fit une suggestion qui prit ses parents par surprise. « Je veux aider d'autres enfants », dit-il, tenant une photo de son époque au foyer. « Des enfants qui, comme moi, attendent une famille. » Mathieu et Hélène échangèrent des regards émus. « Qu'as-tu en tête, mon fils ?» demanda Mathieu. « On pourrait utiliser la Fondation Dubois pour créer un projet spécial. Quelque chose qui aiderait à réunir des familles séparées, qui offrirait un soutien pour les tests ADN, qui donnerait de l'espoir à ceux qui cherchent encore. » L'idée prit rapidement forme. Avec l'aide de Béatrice et d'une équipe d'experts, la famille Dubois établit le projet Étoile Guide, une initiative qui combinait technologie, soutien juridique et soutien émotionnel pour aider à la recherche et à la réunion de familles séparées. « Tu sais ce qu'on pourrait faire d'autre ?» suggéra Michel lors d'une réunion de planification. « Utiliser la cabane dans l'arbre comme un espace pour les enfants du foyer. On pourrait donner des cours d'astronomie, faire des séances d'observation des étoiles. » La suggestion se transforma en réalité. Le samedi, le jardin de la Maison Jaune se remplissait d'enfants impatients d'explorer le ciel à travers le télescope.
Michel, avec une maturité au-delà de ses années, menait les séances avec patience et enthousiasme. Chaque étoile a sa propre histoire, expliquait-il aux visiteurs, tout comme chacun d'entre nous. Et même quand elles semblent distantes, elles sont connectées par quelque chose d'invisible mais de très fort, comme l'amour d'une famille. Hélène, observant son fils enseigner, commenta à Mathieu « Il a transformé sa douleur en objectif. Notre histoire de séparation et de retrouvailles aide d'autres familles à garder espoir. » Le projet Étoile Guide grandit rapidement. Bientôt, des histoires de succès commencèrent à apparaître. D'autres familles réunies, d'autres liens restaurés. Michel tenait à participer personnellement à chaque cas, partageant son expérience et offrant du réconfort. Lors d'un après-midi particulièrement significatif, une fillette de 10 ans, récemment réunie avec sa famille grâce au projet, demanda à Michel « Comment as-tu su qu'ils étaient vraiment tes parents, en dehors du test ADN ?» Michel sourit, prenant son précieux hochet en argent. Certaines choses, le cœur les sait avant même que la science ne les confirme. Ce sont de petits détails. Une chanson qui semble familière, une odeur qui apporte du réconfort, une façon de sourire que tu reconnais sans savoir pourquoi. La transformation ne se limitait pas seulement à la famille Dubois. La maison jaune, autrefois symbole de perte et d'attente, était devenue un phare d'espoir dans la communauté. Le jardin, maintenant entretenu avec amour par Hélène et Michel, fleurissait de fleurs sauvages toute l'année. Le porche, avec sa vieille balançoire bleue, offrait un espace de réflexion et de réconfort pour les familles en quête de réponses. Mathieu, inspiré par l'initiative de son fils, élargit le projet pour inclure un soutien psychologique et éducatif pour les enfants en situation d'accueil. La bibliothèque de la maison fut ouverte à la communauté, avec une collection spéciale de livres sur l'astronomie, la passion que père et fils partageaient. « Tu vois » dit Michel un soir, alors qu'ils observèrent les étoiles depuis la cabane dans l'arbre. « Cette constellation là-bas ressemble à un hochet. » Hélène, qui les avait rejoints avec du chocolat chaud, sourit. « Ton père disait la même chose. Il disait que les étoiles étaient comme des cloches silencieuses dans le ciel, guidant les voyageurs vers leur foyer. Et elles ont guidé, répondit Michel, tenant les mains de ses parents. Après tout ce temps, elles m'ont ramené à la maison. Le hochet en argent, maintenant partie intégrante de la décoration de l'observatoire dans la cabane, brillait sous la lumière des étoiles. Son son doux, qui pendant tant d'années avait été un écho de souvenirs perdus pour Michel, se mêlait maintenant au rire des enfants qui visitèrent le projet, créant une nouvelle mélodie, une mélodie d'espoir, de guérison et de transformation. La famille Dubois avait trouvé son plus grand objectif, transformer leur histoire de perte et de retrouvailles en un phare d'espoir pour les autres. Et dans ce processus, ils découvrirent que l'amour ne résiste pas seulement au temps et à la distance. Il se multiplie, grandit et transforme tous ceux qu'il touche. La maison jaune, qui avait été pendant si longtemps un sanctuaire de silence et de souvenirs, pulsait maintenant de vie, de rire et de voix qui la remplissaient de joie. C'était plus qu'une maison. Elle était devenue un phare d'espoir et de renouveau, où chaque détail racontait une histoire, chaque coin murmurait l'amour et chaque nouveau jour était une opportunité de reconstruire ce que le temps avait emporté. Mais ce qui rendait tout cela encore plus spécial, c'était que malgré les cicatrices du passé, la famille Dubois avait choisi non seulement de guérir ses propres blessures, mais de transformer son expérience en quelque chose de grandiose, quelque chose qui touchait la vie des autres. Après le succès de l'anniversaire de Michel et l'inauguration du projet Étoile Guide, la famille Dubois se plongea complètement dans la mission d'aider les autres. La Maison Jaune devint le centre des activités du projet. Michel, toujours enthousiaste, assuma un rôle de leader inattendu, captivant tout le monde par sa maturité, son empathie et sa capacité à transformer la science en poésie. Chaque étoile dans le ciel est un rappel que, même dans les nuits les plus sombres, il y a de la lumière, expliquait-il à un groupe d'enfants lors d'une séance à l'observatoire. Tout comme chacun d'entre nous porte en soi la capacité d'illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Ces paroles n'étaient pas seulement inspirantes, elles reflétaient le cœur du projet. La famille Dubois avait transformé ses propres retrouvailles en une mission pour réunir d'autres familles, offrir un soutien émotionnel, juridique et scientifique à ceux qui cherchaient encore des réponses. Avec l'aide de Mathieu, qui mobilisait les ressources de sa fondation, et d'Hélène qui ajoutait une touche de tendresse et de sensibilité maternelle, le projet grandissait rapidement.
La maison jaune était un va-et-vient constant de personnes. Les enfants du foyer visitaient régulièrement pour participer à des ateliers, apprendre l'astronomie ou simplement jouer dans le grand jardin. La cabane dans l'arbre, baptisée « Observatoire du bois », était devenue le point central des activités, équipée du télescope professionnel que Michel avait reçu pour son anniversaire. Un après-midi, alors que Mathieu et Michel travaillaient ensemble sur un modèle de planétarium pour les cours du projet, Michel fit une pause et regarda son père. « Tu savais qu'un jour, nous utiliserions tout cela pour aider d'autres personnes, papa ?» Mathieu sourit, fier de son fils. « Je ne le savais pas, mais j'ai toujours cru que, d'une manière ou d'une autre, notre histoire aurait un but. Plus grand. » « C'est drôle, » continua Michel pensif. Les parents qui avaient perdu leurs enfants y trouvaient non seulement du soutien, mais aussi une flamme renouvelée d'espoir. Je pensais que ma vie n'avait de sens qu'à partir du moment où je suis revenu à la maison. Mais maintenant, je réalise que tout le chemin jusqu'ici était aussi important. C'est ce qui m'a fait apprécier tout cela. Hélène, qui écoutait la conversation tout en arrangeant des fleurs sauvages sur le porche, s'approcha. « Et c'est ce qui rend ton histoire si spéciale, mon amour. Elle est entière, pleine de moments difficiles et d'autres merveilleux. Et chacun d'eux t'a amené jusqu'ici. » Michel sourit, tenant le hochet en argent qu'il portait maintenant toujours dans sa poche. C'est comme les étoiles. Certaines sont si loin qu'il nous faut des milliers d'années pour voir leur lumière. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne brillent pas. À partir de ce moment, la métaphore des étoiles devint le symbole du projet. Hélène eut l'idée de créer une fresque murale dans la salle principale de la Maison Jaune, où chaque famille réunie pourrait placer une étoile avec son nom et la date de ses retrouvailles. En quelques mois, la fresque devint un ciel brillant d'histoires heureuses, chaque étoile représentant un voyage d'amour et de dépassement. À chaque nouveau cas, Michel tenait à participer activement. Son histoire était un exemple vivant que l'espoir ne doit jamais être abandonné. Il était devenu un modèle pour les enfants du foyer, qui le voyaient maintenant non seulement comme un ami, mais comme quelqu'un qui comprenait leurs douleurs et leurs peurs. Sa présence donnait aux enfants quelque chose que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais expérimenté auparavant, la certitude que quelqu'un se souciait vraiment d'eux. Un soir, après une longue journée d'activité à l'observatoire, Michel s'assit avec ses parents sur le porche, où la vieille balançoire bleue grinçait doucement sous le poids de Caramel Junior, le chat qui était rapidement devenu un membre chéri de la famille. « Je pensais, » commença Michel, le regard fixé sur les étoiles. « Tu te souviens quand tu m'as dit, maman, que l'amour ne disparaît jamais, qu'il ne fait que grandir ?»« Bien sûr que je m'en souviens, mon ange, » répondit Hélène, caressant les cheveux de son fils. « Pourquoi ? Je pense que c'est ce que nous faisons ici, » expliqua-t-il. « Nous avons pris l'amour que vous aviez pour moi pendant toutes ces années, et nous l'avons transformé en quelque chose qui peut aider tant d'autres personnes. C'est comme s'il continuait à grandir, atteignant d'autres cœurs. » Mathieu posa sa main sur l'épaule de son fils, visiblement ému. « Tu as raison, mon fils. Notre amour pour toi était ce qui nous a maintenus forts, et maintenant il se répand, touchant des vies que nous n'aurions jamais imaginé atteindre. » Les jours qui suivirent apportèrent encore plus de progrès pour le projet Étoile Guide. Mathieu réussit à établir des partenariats avec des universités et des laboratoires pour réduire les coûts des tests ADN, les rendant accessibles à plus de familles. Hélène initia des groupes de soutien pour les mères et les pères à la recherche de leurs enfants, où elle partageait ses propres expériences et offrait des paroles de réconfort. Michel, quant à lui, mena une campagne pour encourager les jeunes à se porter volontaires pour le projet, aidant les enfants du foyer à mieux s'intégrer dans la société. Il organisait des séances de lecture, des soirées cinéma et même de petits tournois d'échecs dans le jardin de la Maison Jaune. L'impact du projet commença bientôt à dépasser les limites de la ville. Des histoires de familles réunies, inspirées par l'exemple de la famille Dubois, commencèrent à apparaître dans les journaux et les émissions de télévision. Des personnes de différentes régions du pays commencèrent à contacter le projet, cherchant des conseils et du soutien. Malgré le succès, ce qui importait vraiment pour Mathieu, Hélène et Michel était ce qui se passait à l'intérieur des murs de la Maison Jaune. Chaque rire dans le jardin, chaque regard d'espoir sur le visage des enfants, chaque nouvelle étoile sur la fresque murale était un rappel que l'amour était la force la plus puissante de l'univers. À la veille d'un nouvel anniversaire de Michel, la famille organisa une célébration spéciale pour marquer la croissance du projet. Le jardin fut transformé en un planétarium en plein air, avec des lumières imitant des constellations et des télescopes dispersés dans le jardin.
Les familles réunies grâce au projet furent invitées à partager leurs histoires, et les enfants du foyer présentèrent une chorale dirigée par Michel et Hélène. Lorsque la nuit tomba, Michel monta dans la cabane dans l'arbre et regarda les invités rassemblés en dessous. Avec un petit hochet en argent à la main, il commença à parler. Ce hochet est plus qu'un objet. C'est un rappel que même dans les moments les plus difficiles, il y avait toujours quelque chose qui me reliait à ma famille. Et maintenant, il est un symbole de tout ce que nous avons construit ensemble, de chaque étoile qui a brillé dans le ciel pour nous guider les uns vers les autres. Il leva le hochet et le son doux résonna dans le jardin. Le ciel au-dessus semblait plus clair cette nuit-là, les étoiles brillant avec une intensité particulière, comme si elles célébraient avec la famille du bois. Tandis que Mathieu et Hélène regardèrent la scène les larmes aux yeux, ils réalisèrent que leur voyage avait atteint un nouveau chapitre. Il ne s'agissait plus seulement de reconstruire ce qu'ils avaient perdu, mais de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui reflétait la beauté de l'amour qui avait non seulement survécu, mais grandi et illuminé d'autres chemins. Cette nuit-là, alors que les dernières lumières de la fête s'éteignaient et que le silence de l'aube envahissait la maison jaune, Michel regarda par la fenêtre de sa chambre. Les étoiles sur le papier peint brillaient doucement, et il serra le hochet en argent contre sa poitrine. « Merci », murmura-t-il, non seulement aux étoiles, mais à tous ceux qui avaient cru en lui, à ses parents qui n'avaient jamais abandonné et au destin qui l'avait ramené. Et pour la première fois, il s'endormit complètement en paix, sachant qu'il n'avait pas seulement trouvé sa place dans le monde, mais qu'il avait aussi aidé à créer un endroit où beaucoup d'autres pourraient trouver la leur. Et ainsi, l'histoire de la Maison Jaune continuait, non pas comme un conte de pertes et de retrouvailles, mais comme une saga d'amour, d'espoir et de transformation. Et dans le ciel étoilé au-dessus, chaque étoile semblait briller un peu plus fort, illuminant le chemin pour tous ceux qui cherchaient encore leur place à appeler foyer.